Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Together. Je suis Maxime Delorme, responsable marketing France chez Talent, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer cette table ronde au nom un peu élusif qui est aller plus que 6 étapes dans le recrutement. Mais voilà, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va vous parler d'expérience candidat. Alors pour vous parler d'expérience candidat, vous allez me dire oui, moi je suis recruteur, l'expérience candidat je maîtrise. Et là je vous le dis oui, sans doute. Mais quand on a préparé cette table ronde avec nos chers invités, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément quelque chose qui est aussi évident, aussi simple, aussi basique. Et pour mettre un peu en relief cette idée-là, les Jeux Olympiques arrivent, je vais donc faire une comparaison entre faire un 100 mètres et l'expérience candidat. Si demain vous faites un 100 mètres, c'est globalement peut-être que vous savez courir, nager, faire du vélo, peu importe. Vous avez la base pour y participer. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez la base que vous allez forcément gagner. Il y a peut-être un concurrent qui sera mieux équipé, mieux préparé et qui donc va vous battre. L'expérience candidat, c'est presque pareil. Vous, recruteurs, vous en proposez sans doute, mais peut-être qu'il y a un concurrent qui est meilleur que vous, qui en fait une qui est plus légendaire. Et je te fais un clin d'œil, Fabien. Donc voilà, vous comprenez, avoir la base pour faire quelque chose, ça ne suffit pas toujours. Et si vous participez aujourd'hui à cette table ronde, c'est que vous avez envie d'améliorer votre expérience candidat, et c'est ce qu'on va faire avec nos chers invités, faire passer l'expérience que vous proposez à vos candidats au niveau supérieur. Et donc ils vont vous apporter tous les conseils, les leviers actionnables pour vous permettre d'y arriver. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai terminé pour mon intro. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Je suis super heureux de vous recevoir. En quelques mots, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter ? Marie-Sophie, je vais te laisser commencer si tu veux. Merci, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir été invitée. Rapidement, Marie-Sophie Zambeau, fondatrice de Rethink RH, un cabinet de conseil en recrutement et marque employeur, et 20 ans d'expérience au compteur déjà en recrutement et développement, promotion de la marque employeur. Merci. David. Et donc, je suis David Bernard, psychologue du travail, spécialisé dans ce qu'on appelle la psychologie quantitative. Et donc, je suis également le CEO et le fondateur d'Assess First. Donc, j'ai fondé il y a 22 ans maintenant pour accompagner les entreprises, les aider à recruter mieux et à accompagner le développement des talents. Tout ça sur la base de l'évaluation du potentiel. Ok, super. Merci. Fabien, allez. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Fabien Caldarella, donc je suis le fondateur de Revoxella Conseil. J'ai un peu plus de 10 ans d'expertise dans les métiers liés au RH et la partie recrutement. Et depuis quelques années, je me suis spécialisé sur toutes les problématiques acquisition, rétention en cabinet de conseil sur on va dire une population assez chassée et surchassée. Donc pour moi, l'expérience candidat, c'est hyper important. Et je suis ravi d'être avec vous et de partager cette table ronde. Je crois que le plaisir est partagé. Ouais. Fabien, donc, je reste sur toi avec la première question que j'ai envie de te poser. Pour toi, un peu, si on revient sur la base, qu'est-ce qu'une expérience candidat ? Et globalement, pourquoi est-ce que c'est important que les entreprises la soignent ? En fait, l'expérience candidat, pour moi, tu l'auras très bien compris, pour moi, elle doit être unique et légendaire. Vraiment, c'est important. Dans la mesure où chaque interaction que tu peux avoir avec ton candidat à chaque étape est hyper importante, puisqu'en fait, tu arrives à créer du lien, tu arrives justement à travailler sur les différentes interactions pour qu'elles soient positives. Tu arrives aussi, moi je dis toujours, c'est un voyage qui est personnel et sur mesure pour chaque collaborateur. Donc en fait, c'est ce que tu as toi envie de percevoir versus ce que ton candidat justement il arrive à percevoir, il comprend, il l'entend sur l'expérience candidat. Et il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels RH malheureusement qui omettent de travailler sur ces sujets-là et ça m'embête un peu. Donc c'est pour ça que je me bats, il y a pas mal de candidats qui sont mis de côté avec des process de recrutement un peu poussiéreux, quoi. Et du coup, l'expérience candidat, parfois, on imagine qu'elle commence uniquement quand on a la personne en visio ou en physique. Tu es d'accord avec ça ou pas trop ? Alors, je ne suis pas du tout d'accord dans la mesure où en fait, tu travailles sur ta marque employeur. Tu te différencies aussi sur un marché qui est ultra concurrentiel. Moi, je travaille dans le conseil, SNSS2I, où là, c'est juste hyper concurrentiel. Tu dois faire la différence. Par exemple, tu sais de quoi je parle. Et ça améliore aussi la rétention des talents, puisque derrière, ça te permet de te dire, si ton candidat, dès lors où tu arrives justement à la question, la rédaction d'annonce ou tu as une rédaction d'annonce qui est avec tout est transparent, tu as les infos sur la rémunération qui sera obligatoire d'ici 2026, qui est hyper important et je me bats avec mes clients pour que ça devienne obligatoire. Le process de recrutement, des fois tu te rends compte, tiens, il y a un process qui vient de se rajouter en plus, c'était totalement décorrélé alors que ce n'était pas du tout
le point. Et ensuite, derrière, tu es en mode, c'est les impressions que tu fais vivre avec ton candidat. Et donc, en fait, je suis totalement contre. Je suis vraiment totalement pas en phase avec ça, sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que je me bats vraiment au quotidien. Et donc, tu vois, tu recrantes derrière aussi sur la validation avec ton hiring manager, sur le brief de poste, sur ta scorecard. Et tout ça, tu l'as en amont. Donc, te dire... Et justement, là, du coup, je me permets, je sais que Marie-Sophie, toi, tu accordes vraiment cette importance-là à avoir cette bonne relation avec le hiring manager. Aujourd'hui, en quoi c'est important d'avoir une bonne préparation avec le hiring manager et comment ça va impacter l'expérience proposée aux candidats? Eh ben, le recueil du besoin, moi j'en parle beaucoup en formation, j'en parlais beaucoup aussi quand j'étais responsable d'équipe de recrutement, parce que je suis convaincue qu'en fait c'est plus que crucial, c'est essentiel, c'est fondamental. En fait, ça va conditionner tout ce qui va dérouler, toute la suite, tout le processus de recrutement découle de la qualité du brief. Et donc la qualité même du recrutement découle de ce brief, et donc in fine, qu'on le veuille ou non, par ricochet, la qualité aussi de l'expérience candidat. Et donc sur le brief, il y a des choses auxquelles on pense naturellement, donc on va penser naturellement, même si ce n'est pas toujours bien fait et que c'est perfectible, à poser des questions au hiring manager pour mieux comprendre les éléments de contexte. Donc poser plein de questions, et globalement, si on veut que ça soit assez exhaustif, il y a à peu près une quarantaine de questions quand même, pour contextualiser au maximum et pas rester sur des choses qui soient floues, génériques, un peu langue de bois, parce que sinon après on aura du mal vraiment à l'étape suivante de tri, de sélection et de sourcing. Et puis un de mes chevaux de bataille, j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment profiter de cette phase-là, ou en binôme entre le recruteur et le hiring manager pour discuter de la collaboration, discuter du modus operandi. On a un projet de recrutement ensemble, on doit y aller, comment on s'y prend. On s'est mis d'accord sur les critères, mais comment on va fonctionner. Donc sur la communication, par exemple, est-ce que je ne t'envoie que des CV que j'ai déjà préqualifiés en amont, ou en fait je te les envoie au début et toi tu me dis oui ou non pour sentir un petit peu les choses. Je t'envoie un CV, tu me réponds sous combien de temps? 24 heures, 48 heures, je peux te relancer au bout de combien de temps? Voilà, ce genre de choses. Et puis le reporting c'est primordial aussi, pour pas qu'il y ait d'effet tunnel ou de mécontentement de part et d'autre. Se mettre d'accord aussi sur les modalités. Je te fais un reporting hebdomadaire, je te fais reporting au fil de l'eau. Tout ça permet de faire en sorte que la collaboration se passe au mieux, qu'on se soit vraiment calé sur le processus, et forcément après, le processus et donc l'expérience candidat, tout ça va être plus fluide en fait pour les candidats, et forcément ils vont le ressentir. Ok. Et donc là, on a un peu parlé de ce pré-entretien, où donc il y a cette collaboration avec le hiring manager, mais il y a aussi peut-être l'offre d'emploi qui peut être un frein aussi à une bonne expérience candidat. Et du coup, David, moi je te pose la question, est-ce que toi tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent sur les bonnes pratiques, notamment dans la rédaction, peut-être des mots à éviter parce que ça va induire certaines choses et du coup impacter l'expérience du candidat? Ouais, c'est hyper intéressant cette question de que mettre dans une offre d'emploi, quels sont les mots à sélectionner. Par exemple, tu sais, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui continuent à écrire des offres d'emploi en commençant par nous, société, leader dans notre domaine, blablabla. En fait, c'est pas vraiment ce qui intéresse les candidats. On se rend compte que le bon réflexe à avoir, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a pour moi en tant que candidat dans cette offre d'emploi? Donc déjà, plutôt se centrer sur ces aspects-là. Et également, dans le choix des termes à utiliser, donc c'est l'entreprise Crystal Nose qui a réalisé pas mal d'études là-dessus. Il y a aussi des études qui ont été réalisées au sein de l'université de Harvard et qui montrent que quand tu emploies certains termes, tu vas avoir tendance à attirer certains types de candidats. Par exemple, spécifiquement des hommes. Si tu emploies des termes comme, je sais pas, ça peut être compétitif, leader. Si tu utilises des termes comme bienveillant, compréhensif, tu auras tendance à attirer plutôt des femmes. Et la préconisation qu'on peut faire, aujourd'hui on a ChatGPT qui est utilisé par de plus en plus de recruteurs, ça peut être intéressant de passer ton offre d'emploi et de poser la question dans le prompt, de dire voilà, est-ce que tu peux analyser cette offre d'emploi et dis-moi, est-ce que dans les termes que j'emploie, il y en a certains qui vont peut-être plus parler à des hommes, à des femmes, également à des classes d'âge, et demander également d'avoir des propositions alternatives, si certains mots ont été flagués, pour avoir les offres d'emploi les plus inclusives possibles, qui parlent au plus de monde possible. Okay. Super clair, merci beaucoup. Tout à l'heure, Fabien, tu as un petit peu introduit la transparence des salaires. Je vais poser à toi la question, Marie-Sophie, parce que je sais que tu as beaucoup écrit dessus et c'est un sujet qui te tient à cœur. Voilà, Dorian l'a dit, il y a une directive qui va arriver en 2026 sur la transparence des salaires. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement ?
J'étais super contente. J'avoue, quand j'ai vu justement au Parlement européen, c'est rarement que je suis vraiment avec autant de plaisir et d'enthousiasme quand même les directives européennes, j'avoue. Et là, quand j'ai vu que le 30 mars 2023 s'était passé sur l'égalité de traitement et de salaire entre hommes et femmes et qu'il y aurait cette obligation d'ici le 7 juin 2026, effectivement, à indiquer la rémunération avant le premier entretien. C'est pas forcément dans l'offre d'emploi, mais c'est avant le premier entretien. J'ai dit chouette, voilà, on y arrive, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a déjà un mouvement de fond qui est enclenché. Et moi, pour moi, c'est que du positif, c'est oui, oui et oui. Les principaux arguments pour faire court, bien évidemment, déjà, ça répond aux attentes des candidats. Ouais. Quand on fait des sondages et des enquêtes, voilà, c'est ce qu'ils veulent voir apparaître sur une offre d'emploi pour pouvoir se positionner et décider. Deuxièmement, ça augmente la performance entre guillemets d'une annonce. Il y a plus d'attractivité, les gens vont plus répondre. Il y a une enquête un peu ancienne qui disait que si on mettait la rémunération sur une annonce, ça générait 80% de clics en plus et 20% de candidatures en plus. Okay. Voilà. C'est super pour la marque employeur. Le message que ça envoie, c'est nous, on n'a pas vraiment de problème en termes de transparence. On dit clairement les choses. C'est pas caché. On n'a pas de disparité forte. Et donc ça, c'est vécu très très positivement par les candidats. Un autre point positif, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et donc de l'argent, puisque dès le début, en fait, le candidat, il regarde l'offre, il dit bon, c'est vraiment trop bas, no way, j'y vais pas, je réponds pas parce que je suis tellement loin de la cible, ça sert à rien. Ou alors oui, j'y vais. Et après, le recruteur, sur la phase de closing ou de négociation, va aussi pouvoir aller plus vite parce que ça a déjà été abordé. Et, voilà. Et après, moi, je trouve, voilà, cerise sur le gâteau, c'est que par rapport aux personnes qui ont du mal à négocier, et Dieu sait qu'on n'est pas tous égaux dans les phases de négociation salariale, et il y a aussi des différences hommes-femmes qui sont connues là-dessus. Là, le truc, il est cadré. À tel poste, telle responsabilité, telle compétence et tel critère, on a déjà prévu une fourchette. Donc ça limite les discriminations et aussi les biais qui sont liés, voilà, aux personnes qui savent mieux défendre leur bout de gras et qui savent mieux négocier que d'autres. Donc voilà, j'espère avoir convaincu. Moi, je suis pleinement convaincue. Je pense que c'est... Voilà. C'est bon, j'ai vendu le truc. Et si on va un peu plus loin sur la partie transparence, en préparant cette table ronde, j'ai trouvé un chiffre qui était que 60% des candidats abandonnent un processus de recrutement à cause d'une expérience négative par manque de transparence. Globalement, la transparence totale, est-ce qu'elle fait une différence pour le candidat? Et je te pose à toi cette question, Fabien, peut-être. Alors, moi, j'ai envie de dire que déjà, nos métiers, c'est ressources humaines. Dans humain, il y a H, enfin il y a humain avec un grand H et des fois tu tends à pas le retrouver. Et ça fait la différence parce que tu arrives à construire des relations qui sont différentes avec ton candidat où tu vas te dire ok, j'ai une transparence et la valeur de ton entreprise, mais en fait il faut le vivre si tu veux dans ton process de recrutement. Et la transparence, ça part justement par te dire comment j'arrive à construire des fondations solides, authentiques avec ton candidat. Et en fait, ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence. C'est transparent. J'ai aussi une transparence sur le feedback que je peux faire aux collaborateurs. C'est-à-dire que tu suis ton collaborateur, que tu utilises des déclencheurs, des automatismes, de l'IA dans ton process ou que tu appelles ton candidat. Ça fait la différence parce qu'en fait, on est humain avant tout. Et on est toujours montré du doigt en mode ouais, le candidat, le recruteur, j'ai eu ci, j'ai vu. Et en fait, nous derrière, on vit des expériences qui sont hyper négatives aussi pour les entreprises pour lesquelles on recrute. Ok, merci pour ta réponse. T'as fini ou pas? Oui. Top, trop bien. Ça fait la différence. Oui. Et on se souviendra de toi, quoi. Oui, oui, forcément. Ouais. Et peut-être un peu plus de manière pragmatique, toi, David, chez Assess First, est-ce que tu as constaté justement une différence avec justement le fait d'être transparent vis-à-vis des candidats, peut-être sur plus de retours, processus Très clairement, nous, on a pu le mesurer justement sur pas mal d'offres d'emploi. Et ce qu'on a observé, c'est qu'à partir du moment où tu es transparent, enfin, où tu ne fais pas, justement, tu as un défaut de transparence, tu ne fais pas figurer, par exemple, le salaire, tu vas avoir 29% en moyenne de candidatures en moins. Ouais, si jamais tu ne fais pas apparaître également les infos relatives aux modalités de travail en remote, c'est-à-dire pas simplement de dire on va travailler ou pas en remote, mais vraiment d'être extrêmement précis sur le nombre de jours, qu'ils soient par semaine ou par mois, là ça baisse de 23%. Et si jamais tu cumules les deux, c'est-à-dire pas d'infos ni sur le salaire, ni sur les modalités précises de travail en remote, tu arrives à moins 56%. C'est-à-dire que tu as moins de la moitié des candidatures que tu pourrais générer en étant plus transparent. Et enfin, je te rejoins tout à fait quand tu parlais de ce lien aussi qu'on a entre la transparence et l'authenticité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment faire preuve de transparence sur ces éléments, sur d'autres également, mais sur ces deux-là, c'est le meilleur moyen de démarrer une relation authentique avec les candidats, clairement. Ok.
Oui. Moi, je dis, je vais même presque aller plus loin, mais on dit souvent qu'une annonce ou un processus de recrutement, on se doit d'attirer, mais on se doit aussi de dissuader. Et donc, la transparence par moment, c'est aussi dire, je sais que là, peut-être, on n'est pas les mieux-disants financièrement, je sais que là aussi, on n'est peut-être pas ultra tendance, on ne propose pas beaucoup de télétravail, etc. Mais mettez-le, affichez-le tout de suite dès votre offre d'emploi. Ça fait un filtre, ça ne sert à rien que les personnes postulent et le découvrent un petit peu plus tard dans le processus de recrutement. Donc, si vous avez des choses positives, mettez-les en avant, valorisez-les. Mais s'il y a des choses où vous savez que ça peut un peu faire tiquer, il faut aussi l'assumer en fait et l'écrire aussi de manière très très honnête et transparente sur une offre d'emploi. Les candidats comme ça, ils ne sont pas pris à défaut, ils vont répondre en pleine connaissance des choses. Si, juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a parfois certaines entreprises justement qui ont entendu parler de ces études sur le fait que, ok, s'il n'y a pas de remote, hein, et donc qui vont afficher justement remote possible, et après pour découvrir que quoi, tu as 1 jour par mois, 2 jours par mois, mais en fait, je suis 100% en phase avec toi, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'aller sur les thématiques qui ne nous ressemblent pas, commencer par se dire voilà qui on est, quels sont les avantages par exemple que je peux proposer, qu'est-ce qui me distingue, qu'est-ce qui fait ma singularité en tant qu'entreprise et mettre ça en avant. Ouais. Oui, il y a forcément des choses de votre organisation qui vont plaire, qui sont différentes, différenciantes, mais n'allez pas sur les choses parce que c'est à la mode pour après un petit peu beaucoup travestir la réalité et dire ah oui remote possible mais le 36 du mois ou une fois la période d'essai validée ou au bout d'1 an ou sous accord du manager. Il faut être le plus transparent possible, mettre carte sur table. Ok. Donc, on a proposé une offre transparente, quelqu'un postule, on le reçoit, et là j'ai une double question un peu sur ces biais cognitifs qu'on peut avoir. Est-ce que globalement il faut prendre en compte la personnalité du candidat lorsqu'on recrute, et aussi d'un point de vue biais cognitif, est-ce qu'il y en a certains qu'on doit éviter dans un processus de recrutement ? Qui veut répondre à cette question ? David. Allez, David. Sur la partie, tout d'abord, La personnalité, David. Ouais, sur la partie personnalité, est-ce qu'il faut la prendre en compte ou pas ? Parce que c'est vrai que surtout pour des postes techniques, on peut se dire, ouais, mais attends, on cherche davantage des hard skills. Si je commence en plus à mettre les éléments liés à la personnalité, ça va rendre les choses plus compliquées pour les recruteurs. Aujourd'hui, on a des éléments extrêmement concrets, des éléments de preuve qui nous permettent justement d'attester que, d'une part, la personnalité, mais également l'évaluation par exemple, des motivations ou des capacités cognitives dont on parle pas forcément très très souvent, mais en fait, ces éléments combinés vont permettre de prédire de 60 à 70% des différences de performance que tu pourras observer entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins bien une fois en poste. Et après, on peut se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut, si on veut avoir des éléments là-dessus, il faut le mettre en perspective par rapport à d'autres critères, comme par exemple les écoles qu'une personne a fréquentées, c'est-à-dire le nombre d'années d'études. Ça va prédire 3% en moyenne des différences entre les meilleurs performeurs et les bottom performers. Pas grand-chose, en tout cas, déjà 20 fois moins que ce que peut prédire la personnalité. Et ensuite, tu vas avoir les années d'expérience professionnelle. Là, on pourrait se dire, on n'est plus dans quelque chose d'académique, c'est vraiment pro. En moyenne, c'est 5% des différences entre les meilleurs et les moins bons, entre guillemets. Donc, ouais, c'est un no-brainer. Et y compris pour les postes techniques, parce qu'à quoi te sert-il de recruter le meilleur, par exemple, développeur, expert financier, whatever, si cette personne, à un moment donné, par exemple, n'arrive pas à s'intégrer à l'équipe en place, si jamais elle a des moteurs, des motivations, des besoins qui ne correspondent pas du tout à ce que l'entreprise est en mesure de lui apporter, donc à 100% pour prendre en compte la personnalité des éléments potentiels. Petite limite forcément, tu me permettras, tu le sais. Allez. Non mais, là t'en fais pas, ça va bien se passer. Non, petite limite pour dire que oui, bien sûr, sur la personnalité, mais il faut faire attention par moment aux petites dérives, de pas non plus tomber dans de la discrimination sur la personnalité. En France, on n'y est pas, on en est très très loin, mais en Corée du Sud, ils font des offres d'emploi où ils mettent par exemple, alors c'est le MBTI, mais ils mettent ESCJ ou je sais pas quoi, interdit, ne postulez pas. Donc voilà, donc en fait, il faut passer un test avant et en fonction de ça, ils te filtrent et te disent oui ou non. Donc n'allons pas non plus vers là, voilà, si possible. Et surtout, n'utilisons pas le MBTI dans le cadre du recrutement. C'est interdit. Ne faites pas ça. C'est interdit dans le recrutement. Même le MBTI, l'organisme l'écrit. Si vous allez sur le site, etc., ils disent ne pas l'utiliser parce que globalement, 3 à 6 mois appelés, plus de 50% des gens ont aussi un résultat différent. Donc voilà, il faut s'y intéresser à la personnalité, à l'ensemble des éléments, mais il ne faut pas non plus
tomber dans une discrimination ou n'avoir que des personnes qui ont exactement la même personnalité. C'est aussi important d'avoir une diversité de profils, de personnalité, de caractère. Je pense que tu seras d'accord. Clairement, je te rejoins complètement. Et ce qui est très important aussi de dire, c'est que tu ne vas pas rechercher une personnalité comme ça, tu vois, en te disant ah, tiens, moi je veux des gens introvertis, extravertis. En fait, il faut vraiment partir du job et se dire quels sont les facteurs qui vont vraiment avoir un impact. 1 sur la performance, 2 sur l'engagement. Et ça, tu peux vraiment avoir des éléments factuels, pas juste des représentations, en analysant par exemple les populations en poste. Si tu as, je sais pas, 40 BizDev chez toi et tu leur fais passer un test de perso, tu peux mettre en lien avec la performance qu'ils délivrent et tu vas identifier peut-être 3, 4, 5 traits au maximum. Et te centrer uniquement sur ceci, sur tout le reste, on ouvre le champ large et ça va permettre justement d'avoir aussi beaucoup plus de diversité dans les profils. Ça, c'est important, c'est primordial pour toutes les boîtes de réussir quand même à intégrer, à conserver une diversité si elle veut continuer à innover. On parle souvent du culture fit, mais il y a aussi ce qu'on appelle le culture add. C'est-à-dire, c'est pas simplement est-ce que la personne va se fondre, entre guillemets, et bien intégrer ce qui fait l'ADN culturel de la boîte, mais avec quoi elle va venir, en fait. Ok, c'est des chiffres intéressants que tu as amenés et je pense que ça va faire sens pour les personnes qui nous regardent. Et là, je vais passer à un autre cheval de bataille qui, cette fois, est propre à Fabien sur le fait de faire un retour. Faire un retour, c'est presque évident et pas tant que ça. Parce que là, j'ai trouvé un chiffre qui était que, c'est ça, le 76% des personnes déclarent que ne pas avoir de nouvelles d'un employeur après un entretien est plus frustrant que de ne pas avoir de nouvelles d'une personne après un premier rendez-vous. Donc ça sous-entend peut-être que c'est pas toujours aussi automatique le retour. Toi, qu'est-ce qui te choque le plus en 2024 ? Pas de retour après un date ou pas de retour après un entretien ? Toi, tu fais référence à l'émission, c'est ça ? Exactement. On te lit. Attention. En fait, je vraiment, pas de langue de bois, c'est pas du tout mon why, et je suis vraiment en mode no. Je trouve ça affolant, vraiment, de te dire, le candidat il vient, il passe l'entretien, tu l'as au téléphone, machin, t'as des cas d'usage. On te fait faire un cas d'usage. Après le cas d'usage, tu envoies ton cas d'usage, tu n'as plus de nouvelles. Mais je me dis, en fait, on vit sur quelle planète ? Le H dans ressources humaines, il est où, les gars ? Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tu te dis, c'est frustrant. Ton candidat que tu animes depuis le début, tu l'as fait vivre vraiment une expérience où il a donné du temps, il s'est investi. Et quoi, tu n'es pas capable de le rappeler pour dire écoute, ça ne va pas le faire, je reviens vers toi lundi, mais tu t'engages à revenir vers lui lundi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai fait un amalgame, parce que moi, je suis assez sur comment révéler l'importance de l'innovation et de la performance RH, d'expérimenter. Expérimente potentiellement, de faire un retour. Et en fait, ça a créé de l'engagement. Et en fait, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai expérimenté, tu vois, sur une expérience perso, de faire un retour quand tu rencontres quelqu'un personnellement et que l'expérience que tu vis avec ton candidat ou avec ton mec, ta copine, en date, c'est un peu la même. Tu n'as plus envie de voir le candidat, tu n'as plus envie de le voir, tu as compris que tu veux lui faire un retour négatif qui est compliqué à faire, tu lui fais ton retour. Pour autant, derrière, c'est important que les managers, les RH soient formés à donner et recevoir du feedback. Vraiment. Comment je donne mon feedback ? Est-ce que le candidat il est prêt à l'accepter ? Comment j'observe, je ressens, j'exprime mon besoin et tu lui fais ton feedback. Mais 76, c'est énorme, vraiment. Ouais. Et après, tu as des boîtes qui te disent « Oh, j'arrive pas à recruter ». En fait, tu n'arrives pas à recruter parce que tu fais pas de retour au candidat. Donc, viens pas pleurer. Mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est qu'ils se disent j'arrive pas à recruter, c'est compliqué, j'arrive pas à trouver un mec ou une copine. Fais un retour au mec qui attend quelque chose. Ça va pas être intéressant, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood. Le poste, si c'est mal identifié la scorecard, le poste a évolué. Mais en fait, ton poste, dès le début, il est mal calibré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est hyper important. Vraiment, si vous me regardez, il faut que l'expérience candidat soit vraiment légendaire. Et quand je dis légende, c'est que peu importe si ton candidat, tu vas pas le recruter à l'instant T. Moi, j'ai des candidats que j'ai recrutés 2 ans, 3 ans après. Parce qu'ils se sont rappelés et que tu as créé un truc hyper différenciant et hyper unique et vraiment authentique. Tu vois, tu l'appelles pas parce que tu as besoin. Tu l'appelles parce que tu as aimé les échanges, que là, ça l'a pas fait, que tu lui as fait le retour. Et seulement maintenant, tu sais que ça peut fitter en termes de valeur aussi. Parce que j'ai beaucoup entendu et tu vois, les valeurs sont hyper importantes. Ouais. Là, j'accompagne un client. Je préfère avoir quelqu'un de moins staffé, de moins capé, on va dire, techniquement, mais de plus humain avec des valeurs qu'on partage et qu'on prône au quotidien.
Ok. Et sur les candidats, je me permets, petite Vas-y, astuce, un truc chouette aussi, c'est justement, tu l'as évoqué, il y a des boîtes qui créent des newsletters à l'attention des candidats et des anciens candidats pour justement garder, maintenir ce contact avec les candidats. Ça ne l'a pas fait à l'instant T, Tout à fait. mais restons en contact et ils font des newsletters qui sont dédiés. Donc je trouve ça chouette comme initiative en fait. Ton expérience, en fait, c'est une communauté de pratique que tu construis autour et après tu fais de l'inbound recruiting dedans. De dire, ça ne l'a pas fait à l'instant T, pour autant on est capable justement de vous faire vivre et de garder en éveil ton candidat, tout le temps. Ok. Voilà. Merci pour ce retour. Si on parle maintenant aussi un peu, il y a une légende urbaine qui veut qu'aujourd'hui, on va privilégier les annonces soit très courtes, soit très longues. On ne sait pas trop ce qu'on va faire pour, on va dire, attirer un, pardon, pas les annonces, un process. Pas les annonces. Donc un process très court où on va... C'est process. Oui, process. Ah non, c'est le process. Oui. Soit très court, soit super long, pour justement, soit pas trop déranger le candidat, ou justement lui faire rencontrer toute la boîte pour que tout le monde ait un avis. Aujourd'hui, vous, votre avis, et d'où un petit peu le thème, aller plus que 6 étapes dans le recrutement. Vous, aujourd'hui, votre avis, plutôt court, plutôt long, entre les deux, qu'est-ce que vous conseillez ? Moi, sur l'annonce, ce processus, je pense qu'on sera aligné, je laisserai la parole aux hommes qui m'entourent. Sur l'annonce, en fait, on croit souvent qu'il faut faire court parce qu'on dit, oh là là, c'est fastidieux, ça va être un petit peu pénible ou ennuyeux pour le candidat. Mais en fait, ça peut être long et plutôt sympa si c'est bien écrit. Donc, il faut que ça soit plutôt bien écrit, structuré, aéré, bien lisible. Et il y a Robert Bly qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Copywriter Handbook, qui disait que justement, contrairement à une idée répandue, si on faisait des textes plus longs, c'était meilleur pour la vente. Parce qu'en fait, on est tous différents et plus on écrit, plus il va y avoir d'arguments différents qui peuvent faire mouche auprès d'une ou d'une autre personne. Donc on peut plus évoquer les arguments et les bénéfices du produit ou de l'offre d'emploi qu'on propose. Donc pour une annonce, en fait, faire long, c'est pas forcément mauvais en soi, mais comme tout, il faut que ça soit intelligent, pertinent, plutôt bien écrit et que le candidat retrouve les éléments. Mais si il arrive à se projeter et qu'il trouve tout ce dont il a besoin et qu'il a les éléments clés, ils s'en fichent en fait du nombre de lignes véritablement. Et concernant le process, plutôt long, plutôt court, qu'est-ce que vous recommandez, vous ? Alors, moi, il y a un post, tu vois, que je garde en tête qui est juste incroyable, que j'ai vu sur LinkedIn. À l'époque, il y a quelques années, tu faisais un entretien RH, un entretien avec le manager, tu étais embauché. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il le trouve à Versus. Oui, je l'ai vécu. Voilà. Versus aujourd'hui, en 2024, dans certaines boîtes, tu vois, donc entretien téléphonique, tu vois un RH, tu vois ensuite un opérationnel, tu vois une culture fit des deux confondateurs, tu as un cas d'usage, tu dois venir passer une journée avec les collaborateurs. Mais en fait, les gars, on va juste se calmer. Il y a juste un moment, c'est de se dire, OK, ton process, fais-le en 3 à 4 étapes. Moi, je prône 3 ou 4 étapes, c'est OK, tu vois. Mais pour autant, j'ai pas d'avis sur l'annonce. L'annonce, il faut qu'elle soit hyper claire, qu'elle parle surtout aux candidats. Genre, la boîte, qu'est-ce qu'elle a à t'offrir? Comment on peut justement t'accompagner? Donc, une annonce plutôt assez détaillée avec un process clair, mais surtout, respecte ton process. Moi, j'ai eu des process, pour donner un exemple, où j'ai vu 12 personnes, un process de 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Dans une boîte qui prône aujourd'hui, où je te dis, le process est assez court, assez visible. Et en fait, à chaque étape, tu avais une nouvelle étape de recrutement. Et si tu veux agacer un candidat, il n'y a rien de pire que de lui donner l'impression que tu sors du chapeau une nouvelle étape, un nouvel entretien. Donc, il se dit, j'ai pas convaincu. On m'avait pas dit ça au début, donc là, je ressors un nouveau truc. Et il se dit vraiment, ils ont encore des doutes. Et là, en fait, tu suscites de la méfiance ou quelque chose chez le candidat. C'est pas top du tout. Pas du tout. Donc, annonce ton process. L'annonce, j'ai envie de te dire, plus ou moins étayé, et ton process, 3-4 entretiens maximum. Il y a maximum. Après, derrière, OK, on veut que ça fitte au maximum, mais excusez-moi, il y a des périodes d'essai. Tu as 4 mois, tu peux renouveler jusqu'à 4 mois. Si aujourd'hui, tu n'es pas en phase, qu'il y a un doute, c'est OK, c'est pas grave. Mais on se laisse la possibilité de part et d'autre de se dire oui ou non, ou merde, tu vois. Donc on ne fait pas rencontrer le stagiaire de 3e. On évite. OK. Et David, je crois que toi, tu as des chiffres justement pour mettre un peu en lumière la différence entre un process qui va suivre un peu les conseils que vous apportez et un process qui ne le suit pas. Et donc là, je sais que tu vas sortir les chiffres. Attention. Je sors mon téléphone. Il y a beaucoup de chiffres. En effet, ça va jouer sur pas mal de choses. Ça va jouer sur temps de recrutement, taux d'acceptation des offres, taux de rétention après 6 mois. Par exemple, quand tu prêtes vraiment une attention très très pointue à l'expérience candidat, 90%, ça peut aller jusqu'à 90% après 6 mois, versus 65% si tu fais moins attention à ces éléments-là. Taux de satisfaction des candidats, bien évidemment, donc 8,5 versus 5. Impact sur la marque employeur, donc avec le nombre de candidats qui sont prêts à recommander, qui recommandent l'entreprise. Donc là, tu passes de 45 à 75%. Diversité et inclusion, donc tu peux
peux également avoir des candidats qui viennent d'horizons davantage divers. Productivité des nouveaux employés, mesurée après 3 mois, donc 85% versus 60%. Et enfin, engagement des employés, donc 70% qui se sont engagés à 6 mois versus 50% sinon. On pourra partager ces chiffres. Oui, bien sûr. Super, comme ça on pourra vous les donner. Et oui, Et Fabien. en complément, en fait, on fait des ambassadeurs et des collaborateurs. C'est plus des collaborateurs, ils deviennent vraiment, ils sont pas dans la boîte, ils représentent vraiment ça. Donc, tu en fais vraiment des collaborateurs et participent au développement avec toi. Ok. Après, tu peux travailler sur des campagnes de cooptation, tu vas travailler sur différents sujets avec eux. Donc, Sur les entretiens, souvent ce qui ressort sur les attentes des candidats, c'est qu'ils trouvent que 2 entretiens, c'est bien. Ok. Mais ça n'engage que moi, jusqu'à 3, je trouve que ça s'entend aussi assez bien. Après, au-delà, ça devient plus compliqué. Et après, il a été prouvé par des études que de toute manière, après 4, si on rajoute des entretiens, ça ne va pas rajouter quelque chose en termes de fiabilité de l'évaluation qu'on va en retirer en fait. Donc on va agacer les candidats, mais on ne va pas avoir plus de certitude concernant les compétences évaluées. Donc globalement, 2-3. D'autant plus, je pense, si ta scorecard est claire, que tes recruteurs ou tes hiring managers sont vraiment formés aux techniques d'entretien structuré et ainsi de suite, tu n'as pas besoin de démultiplier, parce que le principe de l'entretien quand même structuré, c'est que tu changes l'évaluateur, normalement, tu vas avoir les mêmes questions, posées dans le même ordre. La façon également d'analyser les réponses de côté, en fait, sur la scorecard, est quand même objectivée. Donc, ouais, tu n'as pas besoin de démultiplier. Et se dire, tu vois, par exemple, chez Assessor, on fait différents types d'entretiens, mais déjà, les entretiens ne vont pas forcément servir à évaluer les mêmes critères. Et par exemple, moi, je rencontre tous les candidats à la fin. Moi, mon rôle, par exemple, en tant que CEO, ça n'est plus de valider quoi que ce soit. Ils ont déjà été validés. C'est plutôt de vraiment les surengager en leur racontant la mission de l'entreprise et m'assurer que s'ils ont une propale à droite ou à gauche, en plus, on est sûr de les closer. Ok. Ça, typiquement, astuce, l'expérience candidat. Dernier entretien, même si c'est plutôt court, rencontrer le PDG fondateur, le CEO de la boîte. Globalement, ça fonctionne toujours très très bien auprès des candidats parce qu'ils se sentent vraiment valorisés au maximum et que rencontrer la personne qui a créé la boîte, il y a un effet waouh. Enfin, c'est top pour voir si on est bien aligné. Puis on est toujours curieux de voir en fait qui c'est, à quoi il ressemble. Qui est ce personnage. Non, mais c'est chouette que tu le fasses. Tout le monde le fait pas, mais ça globalement, dans le passé, je l'ai déjà vu, je l'ai pratiqué, et ça a un effet waouh pour les candidats. Ouais, ils apprécient. Ok, merci. Et là, très rapidement, aujourd'hui, quels sont les risques de proposer une mauvaise expérience candidat ? Ou les conséquences même. Je sors des chiffres là, moi aussi, je fais mon David. Alors c'est des chiffres de Yago. Oui, 50% de dégradation de leur vision de l'entreprise. Okay. 50% des candidats, ils vont partager leur mauvaise expérience avec leur entourage. 47%, ils vont refuser de postuler à nouveau au sein de l'entreprise. Et 23%, ils vont réduire leur achat de produits ou totalement boycotter l'entreprise si bien évidemment l'activité de l'entreprise se prête à boycotter les produits. Ça peut être aussi commercial, suivant. Voilà, c'est assez phénoménal. Bon je pense que là vous êtes convaincus, j'imagine, là, vous qui nous regardez. Et si maintenant on passe un peu sur la partie un peu plus conseil, donc Fabien, toi tu parles toujours d'une expérience unique et légendaire. Aujourd'hui, toi, si tu dois partager 2-3 leviers actionnables pour obtenir justement ce résultat légendaire, qu'est-ce que tu pourrais nous... Moi, il y a 2 sujets vraiment qui font la différence depuis des années et qu'on se souvienne de moi positif, négatif, mais généralement ça c'est positif pour les candidats. Le reste, on s'en fout. C'est vraiment un retour. Et en fait, retour, feedback à ton candidat. Et tu vois, dans le process aussi de recrutement, je ne fais pas un récite-moi ton CV. Moi, je leur fais un dessine-moi ton parcours. Donc en fait, c'est un truc où tu crées un lien différent avec ton candidat. Je dis, voilà, aujourd'hui, vous avez un feutre, des gommettes, vous avez plein d'éléments. Dessinez-moi votre parcours comme vous voulez. Et en fait, tu arrives à comprendre dans certaines structures de parcours, soit c'est quelque chose d'assez linéaire avec un chemin, ou soit c'est hyper structuré, mes soft skills, mes hard skills, mes machins, les trucs. Et après, tu rebondis. Et moi, je fais du semi-structuré, je fais pas du structuré, je fais du semi-structuré en entretien. Et le candidat, il se souvient de toi, il me dit putain, j'ai vécu un truc avec Fab et tout. Il m'a fait dessiner mon parcours. Et le deuxième levier que j'ai envie de dire sur la partie onboarding, parce que pour moi, l'expérience candidat s'arrête dès lors où ton candidat met le pied dans la société. Après, ça devient un collaborateur. L'expérience onboarding que tu vis, c'est comment tu alimentes aussi ton candidat
suffisamment en amont? Est-ce que tu l'invites derrière aux after-work, aux événements, et le jour J où il arrive, tu lui fais des séminaires d'intégration avec des ateliers par exemple à la culture fit, des ateliers aussi derrière à, je sais pas, avoir la bonne posture, tu vois, tu l'accompagnes vraiment jusqu'à sa prise de poste. Donc ce dessine son parcours qui est hyper différenciant et qui marque les esprits. Le feedback, je t'en prie vraiment, faites des retours aux candidats. Non, oui, non, ça fait la différence. Et la partie onboarding. Ok. C'est vraiment un levier que j'utilise depuis des années et qui fait la différence. Ok. Et Thomas et Sophie, est-ce que tu as peut-être des conseils aussi à partager à personnes qui nous regardent sur des choses qui peuvent être mémorables pour les bonnes expériences candidats? Mémorables, des conseils ou astuces ou des inspirations, on va dire, parce que bien évidemment, on est conscients tous les trois aujourd'hui qu'on délivre un peu comme ça des best practices et qu'après on fait aussi comme on peut avec nos moyens, notre budget, le nombre de collaborateurs. Donc stratégie des petits pas, c'est très très bien également. Donc il y a des choses entre guillemets simples sur le processus de recrutement. Il y a des touch points après chaque prise de contact, d'envoyer un message au candidat pour lui expliquer comment ça va se dérouler, comment va se dérouler la prochaine étape, pour éventuellement lui donner des informations, des actualités sur la boîte, ou lui dire qui va rencontrer, le lien avec le profil de réseau social connu, LinkedIn par exemple, pour ne pas le citer, du futur manager, pour l'inviter à s'abonner à la newsletter ou à suivre la boîte sur les réseaux sociaux. Donc ce genre de choses. Ce qui plaît aussi beaucoup aux candidats, c'est de pouvoir suivre en temps réel leur avancement dans le processus de recrutement. Et ça, 3/4 des boîtes aujourd'hui en France, en tout cas, ne permettent pas aux candidats ça. On est habitué avec les Amazon ou d'autres choses à pouvoir voir comme la livraison de notre commande où on en est. Et ça arrive de plus en plus aussi dans le recrutement. Et les candidats, ils auraient envie de savoir où ils en sont en fait dans ce processus et donc combien d'étapes il reste. Et après, on peut faire des choses aussi assez sympas qui ne coûtent pas forcément cher, mais pour la proposition d'embauche, on peut penser à un côté un peu plus créatif, avec un papier, un design, dans une boîte, dans une box. Moi, j'étais déjà amenée à le faire avec un petit ballon. Donc, on ouvre la boîte et il y a un ballon qui jaillit et accroché. Il y a marqué « On aurait trop envie que vous nous rejoigniez, que vous fassiez partie de l'équipe ». Voilà, des petites choses comme ça qui sont attentionnées, qui coûtent, je redis, pas forcément un gros budget, mais qui vont marquer les esprits. Si vraiment on a un effet waouh, si on a un candidat qui est assez sollicité, même d'autres, mais encore plus particulièrement s'il est sollicité, ça peut faire il y a différentes propales, ça peut faire la différence. Ça coûte pas très cher. Après, comme tout, en fonction du profil pour lequel on recrute, des choses créatives, ça peut mieux passer sur certains profils que sur d'autres. Voilà. Mais voilà, sinon des newsletters vis-à-vis des anciens candidats pour garder le contact et leur proposer des nouvelles offres d'emploi, voire même qu'ils puissent coopter des personnes aussi, même s'ils ne font pas partie de la boîte. Voilà, des choses comme ça aussi qu'on peut mettre en place. Ok, super intéressant. Merci pour ces conseils. Il nous reste une dizaine de minutes et on me dit dans l'oreillette qu'on a pas mal de questions. Et c'est aussi la promesse, c'est de répondre aux questions. Donc, je pense qu'on va voir la première question qui apparaît, qui est un tout petit peu cachée par... donc sur la notion de transparence, ok. Pour la rémunération, comment faire lorsqu'on est confronté à une grosse fourchette pour un même poste? Exemple, un ingénieur IT qui peut toucher entre 45 et 65K, qu'est-ce que les grosses fourchettes ne font? Est-ce que les... Oui, pas faire en crédibilité. Bon, je pense que les gens le voient, j'ai très mal posé. Qui veut s'y proposer? Moi, j'aime bien cette question, mais je suis bavarde. Désolée. Oui, moi, le conseil que je donne là-dessus, parce que ça revient souvent, effectivement, ça, c'est une trop large fourchette. Les candidats, ce qu'ils aiment bien, idéalement, c'est une fourchette de 10 KE. Donc, si on peut faire une fourchette, allons sur 10 KE et essayons de le découper en 2 ou 3 briques. Oui. Et donc, en fait, on va le découper en 2-3 briques, disons en 3 briques, et à chaque fois, on va préciser, en fait, si c'est par rapport à une expérience ou si c'est par rapport à un niveau d'expertise ou de compétence pour chaque critère. Et on va vraiment expliciter pour que, après, ça soit beaucoup plus clair pourquoi on arrive dans la fourchette à positionner le candidat à tel ou tel niveau. Donc, voilà, une fourchette de 10, on découpe ça en 3. Les 3 sont faits si c'est 2-5 ans, 2-3 d'expérience, 3-4 ou 4-5, ou alors on fait par rapport à sur tel logiciel ou telle chose, vous êtes expert, enfin moyen. On le fait de cette manière-là pour pouvoir après justifier, être plus à l'aise pour indiquer sur quel niveau vraiment de rémunération on va tomber. Ça, c'est mon petit conseil. Okay. Et juste en complément, vraiment 2 minutes, c'est avoir un niveau de grade, consultant junior, consultant personne qui est senior, qui est expert. Et en fait, tu as un référentiel de compétences qui te permet justement de mettre ta jauge. Ça rejoint ce que tu disais. Tu as des outils, c'est un référentiel de compétences où tu te dis, bah,
pour être à ce niveau-là, il faut qu'il valide ça, 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 ça. Et tu as travaillé sur une pyramide RH qui te permet justement de positionner. Et le collaborateur sait, s'il arrive en junior, qu'il a ce niveau de REM-là, ce niveau de REM-là ou ce niveau de REM-là. Et ça, en amont, en transparence, tu vois, tu le partages à ton candidat. Ok. Merci pour vos réponses tous les deux. On a ensuite une autre question qui est comment vous évaluez / jaugez la personnalité des candidats? Au feeling, bien sûr. Au feeling. Bien sûr. Non, mais il y a vraiment, pour ça, il y a vraiment des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et encore une fois, il y a des dizaines et des dizaines d'années d'études, de recherches qui ont été réalisées sur le sujet. Et c'est clair que se dire, par exemple, partir du principe, il n'y a pas mieux qu'un être humain pour évaluer un autre être humain, pour sentir sa personnalité. Non, ça ne marche pas. Il y a tellement de biais de cognitifs, je crois que c'est quasiment 250 biais, je parle à la spécialiste, quasiment 250 biais qui vont altérer, en tout cas qui vont impacter la manière dont on analyse une info, dont on prend les décisions, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ouais, tu peux le faire au travers des entretiens, mais tu as des outils qui sont faits pour ça. Ça s'appelle ce qu'on appelle des tests psychométriques, dans lesquels, eh bien, tu vas avoir les mêmes questions posées aux candidats dans un ordre qui est systématiquement le même, des algorithmes de cotation de ces réponses qui sont systématiquement les mêmes. On va pouvoir identifier ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Est-ce que la candidate, le candidat vont chercher à se présenter sous un jour qu'ils estiment favorable ou pas? Donc tu peux même, tu vois, arriver à... Et derrière, donc ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir comparer chaque candidate, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas parce que, par exemple, tu as un candidat qui est très shiny, hyper spontané, très extraverti, tu vas le voir en entretien, tu vas retenir ça, et une autre personne a peut-être aussi un certain niveau d'extraversion, mais parce que l'autre était vraiment très, très, très fort, tu vois, il y a ce biais de contraste qui va jouer, donc tu as tendance à te dire qu'elle est introvertie, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ouais, je suis vraiment, on ne peut que, c'est pas que je suis pour, mais c'est aujourd'hui, les faits nous montrent que la meilleure manière d'évaluer la personnalité, c'est d'utiliser des solutions qui sont faites pour ça, des tests psychométriques, et surtout, pas utiliser des outils de type MBTI, c'est-à-dire des tests typologiques, qui vont postuler que tu as 8 milliards d'individus sur Terre, mais en gros, ils rentrent tous dans 16 cases. Non, c'est pas ça, on est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Ok, super intéressant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on est bon? La cherry on the cake. On a ensuite une question qui est, je trouve, super intéressante, qui est quel type de retour, email, téléphone, préconisez-vous selon l'étape à laquelle pour le candidat est dans son processus et qui n'est pas retenu, pour le coup? Alors, moi, j'ai envie de te dire, j'entends beaucoup, on reçoit beaucoup de candidatures, les gens, on n'arrive pas à répondre à tout le monde parce qu'on va chercher un pharmacien et c'est un boulanger, un vendeur qui va postuler. J'ai envie de te dire, s'il postule à la première étape, moi, c'est OK de se dire, on fait un mail automatique, justement en disant que la candidature n'est pas forcément en phase. Donc on fait un mail, si tu veux, il y a des automatiseurs sur certains ATS, comme chez vous, qui permettent de le faire. Derrière ou dès lors, tu as une relation humaine qui est venue en entretien, faites-leur un retour. Tu prends ton téléphone ou tu lui fais un retour à chaud, en feedback. Écoutez, là, je pense que par rapport à ce qu'on s'est dit, j'ai observé ça sur ce que vous souhaitez, sur ce qu'on peut vous offrir. J'ai ressenti ça. Est-ce qu'on se le partage physiquement? Après, sentez-vous libre vraiment aussi de faire un retour comme vous le sentez, mais toujours en expliquant « j'ai observé, j'ai ressenti et voici mon besoin, voici vos attentes », on confronte. Est-ce qu'on a réussi à construire quelque chose? Mais il n'y a pas de mail ou de choses toutes faites, mettez juste de l'humain dans vos retours. Vraiment. Moi, je dirais, je suis totalement en phase et d'accord avec toi. En fait, simplement, plus un candidat a avancé dans un processus de recrutement, et plus forcément, on va lui apporter une réponse personnalisée, parce qu'on aura aussi des éléments. Mais même à la première étape, faire une réponse, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, on se sent moins autorisé, obligé de faire quelque chose de très personnel, on répond quand même, et puis après le degré de personnalisation va augmenter au fur et à mesure de où on a été, jusqu'à quel niveau on a été dans l'entretien, le mieux étant si on a rencontré quelqu'un de l'avoir en ligne. Mais là encore, il y a une question de canaux de communication préférés en face. Il y en a, si c'est une réponse négative, qui ne vont pas vouloir décrocher et éventuellement l'entendre, ils vont préférer un mail. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Merci à tous les deux. Une autre question, j'ai déjà dit que la dernière, je l'aimais beaucoup, enfin celle d'avant, je l'aimais beaucoup, celle-ci, je l'aime d'autant plus. Surtout que c'est un sujet qui est un peu controversé en ce moment à propos donc, des études de cas. Pendant le process de recrutement, parfois ça peut être une plus-value, parfois c'est juste du travail déguisé, on pompe ce que le gars a fait et après on s'en resserre. Je sens que les choses, Ok. Raconter une bonne. Alors, on a dit sans langue de bois. Mais pour ou contre, il faut le dire aussi. Alors, moi, je suis totalement contre
enfin, si tu veux, c'est hyper contre et pour. Enfin, ça dépend. J'ai envie de te dire, je suis contre. Si derrière, c'est pour te dire, je prends le retour du candidat et j'ai ouvert un poste fictif. Et je l'ai déjà observé. En fait, des gens. C'est illégal ça, non? Hein? Ah mais c'est interdit, mais en fait, si tu veux, c'est interdit. Oui. Ils ouvrent le poste, au final, non, mais on a changé, machin. Donc, tu as fait un cas d'usage où pendant 4 heures, tu as travaillé sur le sujet et je l'ai vécu. Où en fait, on se dit, mais non, c'est compliqué. Mais en fait, soit ton cas d'usage, c'est vraiment un réel cas d'usage, comme aujourd'hui, je fais sur les commerciaux qu'on recrute chez mon client actuel, en cabinet de conseil, où en fait, il y a un cas d'usage, mais qui est hyper processé, où derrière, j'interviens avec des réels feedbacks sur voici ce qu'on a observé, voici ce qu'on a ressenti, qu'est-ce que tu en penses. Et là, c'est OK. Mais si en fait, ton cas d'usage est mal maîtrisé, je suis totalement contre. Parce que ton expérience candidat, une fois de plus, le candidat il va pas être content, on va en parler à 10 personnes, il va te mettre un petit commentaire sur Glassdoor, et ensuite, effet boule de neige. Donc oui, si c'est bien maîtrisé, non. Si c'est pour du fictif, j'ai envie de prendre sa reco pendant 4 heures, plutôt que de payer quelqu'un, je prends le candidat, et, tu vois, vraiment. Je pense qu'il faut être très attentif à l'équilibre, tu sais, entre l'investissement que tu demandes aux candidats et la valeur que tu es en capacité de leur apporter. Par exemple, si tu leur demandes de passer 15-20 minutes à passer un test de perso, aujourd'hui, on sait faire des feedbacks automatisés. De la même manière, tu demandes à un candidat de s'investir sur un cas d'usage, comme ça, sur une étude de cas, bah, si c'est juste pour l'apprendre et puis toi, prendre ta décision sans lui faire aucun feedback, c'est quand même pas terrible, tu vois. Et par contre, si tu donnes un retour et que la personne peut en faire quelque chose, ouais, c'est OK. Pour moi, c'est OK. C'est vraiment faire attention à cette balance entre quel degré d'investissement je sollicite, je demande, et moi, quelle est la valeur que j'apporte. Parce que tu peux sortir grandi aussi d'un process de recrutement, même à l'issue duquel tu te prends une réponse négative, tu vois. C'est... Alors, sur le sujet, je vais faire court. Moi, je suis dans l'absolu vraiment pour ce genre de choses parce que tout ce qui est mise en situation réelle, échantillon de travail, étude des cas, c'est beaucoup plus probant que plein d'autres choses et plein de questionnements. Après, il faut que ça soit proportionné. Si ça prend des heures et des heures, non. Ou alors, il y a eu un article dans Le Monde dernièrement justement sur ce sujet. Il y a des, par exemple, alors c'est atypique, mais des cabinets d'avocats ou d'autres qui rémunèrent. Voilà. Oui. Donc on sent qu'ils vont prendre leurs décisions véritablement par rapport à ce travail-là. Et donc eux, voilà, ils rémunèrent la personne, qu'elle soit retenue ou non. En fait, elle va être payée parce qu'elle a consacré du temps à faire cette étude. Donc ça peut être une solution alternative. Merci. Autre question qui, je pense, fait aussi débat sur la prise de référence. Pour, contre, est-ce que c'est une réelle plus-value, votre avis Qui veut commencer ? Moi, je trouve ça pas fou, en fait. Enfin, tu te dis, le contexte a été total. Après, tu peux dire, oui, mais ça a été une expérience, c'est toujours intéressant. Mais je pense que c'est pareil, c'est tellement biaisé. Le contexte est différent. Peut-être que la culture de la boîte était différente. Comment la personne était managée, quelles étaient les tâches exactement. Après, on va dire, oui, mais on pourrait poser ces questions-là. Mais tu sais, des fois, on dit, est-ce que avant de te mettre avec quelqu'un, tu vas aller interroger son ex, quoi. Ouais. Enfin, Peut-être que par moment, tu devrais. Peut-être que tu devrais. Peut-être que par moment, peut-être que ça va me faire réévaluer totalement ma position sur le sujet. C'est là où je Moi, dis, je tu trouve vois, ça pas fou. c'est souvent l'argument, je dis, par moment, si j'avais fait. Donc, pas dingue du coup. Non, pas dingue. Vous avez un avis peut-être tous les deux ou pas? Totalement contre. Contre, Vraiment. ok, bon, pas dingue non plus. Ça dépend en fait où quand ton collaborateur est en réussite dans une société, c'est biaisé parce que son manager va se dire c'est un collaborateur incroyable. Dès lors où il a une posture qui est un peu différente, la prise de rêve va être mauvaise. Alors moi je suis totalement contre et encore pire, la prise de rêve sauvage. Vraiment. Pire que tout, tu vois. Mais c'est Pire que souvent- tout, pire que tout. Je C'est très simple en fait. Tu me dis voilà, Maxime, est-ce que tu peux me donner par exemple 2 prises de ref? Tu m'en donnes 2 et en fait je vais en chercher une autre sans te dire que je t'ai fait une prise de ref. C'est interdit par la loi, Ok. vraiment. Ça se fait ça. Ouais, ça se fait. Ok, ça se fait. Ouais, dans des gros groupes, ça se fait. Ok, Ouais. d'accord. Je l'ai vécu aussi, ça se fait. Ouais. bon. Ouais. Je tairai le nom. Moi, sur le sujet, je suis souvent nuancée, à savoir que l'argument, Pour la vie perso, oui. pour la vie perso à mort. Alors, les études, je me dois, par souci de. Les études sur le sujet disent que globalement, en termes de prédictivité et de fiabilité, c'est très, 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 très faible. Moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'un des problèmes, si on doit le faire, un des problèmes, c'est que c'est aussi souvent mal fait. Si j'appelle l'ancien employeur, je dis un tel, il a bien travaillé chez vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous le réembaucheriez? À la limite, si on doit le faire, faites-le en ayant eu l'accord du candidat, Merci. effectivement. Et puis faites-le
en appliquant, je dirais, la méthodologie de l'entretien structuré. Quels sont les critères importants pour réussir dans le poste que vous proposez? Et donc, aller challenger le référent sur ces critères-là avec des questions d'ordre comportemental ou situationnel, comme l'entretien structuré. Là, vous aurez des éléments un peu plus intéressants et intelligents. Et après, c'est comme tout, c'est un élément supplémentaire dans la prise de décision et c'est pas l'alpha et l'oméga. Ça ne doit pas remettre en question ce que vous pensiez, bien évidemment, du candidat. C'est un outil d'aide à la décision, Voilà. au même titre que les tests de personnalité. J'osais C'est pas un le moyen. dire. On n'est pas sur le même degré de prédictivité quand même. Mais C'est pas un moyen, ça reste des outils. ouais, Ça c'est reste un des moyen. outils C'est un moyen. d'aide à la décision. Voilà. De toute façon, en recrutement, c'est toujours à un moment donné, tu as un faisceau d'indices convergents et qui te permet de prendre une décision sûr. complètement. Ouais. Bon, je vois qu'on a un tout petit peu dépassé, 5 minutes, mais il y en avait pas mal de questions et je pense que les questions qui ont été posées étaient vraiment intéressantes et les réponses que vous avez apportées vont aider les personnes qui ont participé à se positionner pour, contre. Après, chacun, comme vous l'avez dit, se fait sa propre opinion sur l'importance donc, de tout ça. Moi, je vais vous remercier pour cette table ronde. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Voilà, on a pas mal travaillé là-dessus. On s'est eu au téléphone et ça a été vraiment un plaisir avant, pendant et ça le sera aussi après. Donc, merci pour vos conseils et merci aussi à vous qui nous avez suivis, écoutés et posé des questions. Donc voilà, c'est fini. On va passer donc à 2 heures de pause, tout petit peu moins vu qu'on a dépassé. Donc 2 heures de pause. Mangez, restaurez-vous, prenez des forces. On réattaque ensuite à 14h30 avec Alexis Bouvet qui va vous parler donc de gross hiring. Je peux que vous recommander d'y participer. Ça fait un peu référence au market, donc moi ça me parle, mais surtout ça va vous parler à vous pour être plus performant dans votre recrutement. Voilà, bon appétit, merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.